toujours ravi d'être parmi vous, parmi les miens. Et aussi ravi de présenter cette molécule qui, je pense, est très importante et très utile. Donc, j'étais vraiment ravi déjà d'apprendre que la molécule est devenue disponible en Tunisie. Et je vais essayer de parler de la mirtazapine sous différents angles. Donc un peu de neurobiologie, comme d'habitude, mais aussi on va essayer d'aller de la neurobiologie vers la clinique et vers des astuces pratiques pour la prescription. Donc voici le plan de la présentation. Donc c'est quoi la mirtazapine tout d'abord? Donc la mirtazapine est classée comme un NASA, donc un noradrenergic and specific serotonergic antagonist, ce qui veut dire que c'est un antidépresseur qui appartient à une classe donc qui est totalement différente des antidépresseurs, disons, sérotoninergiques auxquels nous sommes habitués. Alors, que veut dire tout ça? On va voir. Mais vous allez me dire, voilà, des antidépresseurs, on en a, donc comment on va utiliser la mirtazapine en pratique? Alors, en pratique, la mirtazapine se dose ainsi. Alors, pour la plupart des patients, pour les troubles, pour la dépression et pour les troubles anxieux, nous allons en général commencer avec 15 mg. La plupart des patients donc, atteindront 30 mg, voire 45 mg. Donc, dans la plupart des cas, nous allons cibler 30 à 45 mg. L'augmentation se fait par des paliers de 7 jours en moyenne. Et puis, on peut parfois même d'emblée commencer avec 30 mg parfois, et on va voir pourquoi par la suite. Alors, chez les sujets âgés, on est toujours un peu plus prudent, évidemment. Donc, on va toujours commencer par 7,5 mg, ou presque toujours par 7,5 mg, plus rarement avec 15, et on va augmenter généralement vers une cible entre 15 et 30 mg plutôt que 30-45. Donc, on ira à 45 mg très rarement. Et puis, les paliers sont de 1 à 2 semaines. Et parfois, on peut, comme je l'ai dit, commencer avec 15 mg d'emblée et on va voir comment et pourquoi. Alors, vous allez me dire, certes, c'est un nouvel antidépresseur, mais les antidépresseurs, on en a plusieurs. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un nouvel antidépresseur? Alors, en Tunisie, la plupart, tous les antidépresseurs qu'on a sont des antidépresseurs sérotoninergiques. Même l'iracenab qu'on a, à savoir la venlafaxine, est principalement sérotoninergique et ses effets noradrénergiques ne s'observent qu'à partir de 225 mg. Donc finalement, et même à 225 mg, c'est principalement un antidépresseur sérotoninergique. Tricycliques sont pour la plupart, surtout la clomipramine, est un antidépresseur principalement sérotoninergique. Donc finalement, presque la totalité des antidépresseurs dont on dispose en Tunisie sont des antidépresseurs sérotoninergiques. Alors ce sont des antidépresseurs dont l'efficacité est satisfaisante pour la plupart des patients, mais pas pour tous les patients évidemment. Et puis, il y a aussi l'avantage de sûreté, surtout pour les IRS. En général, ce sont des molécules dont la toxicité est faible en pratique. Mais bien sûr, il y a plusieurs inconvénients également. Donc vous avez tous, je pense, vu que les patients, les premiers jours, se plaignent de nausées, se plaignent d'effets indésirables sexuels à plus long terme, et c'est une cause principale d'arrêt du traitement et de mauvaise adhésion au traitement. Donc il y a aussi l'anxiété paradoxale, c'est, je pense, l'effet indésirable le plus difficile à gérer en phase aiguë, à l'initiation du traitement. Il ne faut pas oublier que les 2 tiers à peu près des patients ayant une dépression ont une anxiété associée, que ce soit dans le cadre de la dépression elle-même ou en rapport avec un trouble anxieux associé. Et l'anxiété paradoxale peut ressembler pour le patient à une aggravation de sa pathologie, donc les patients vont arrêter le traitement. L'insomnie est un autre effet indésirable fréquent, surtout à l'initiation du traitement. Et puis l'effet est lent, comme vous le savez tous, il faut attendre au moins 3-4 semaines pour voir l'effet. Et puis, tous ces antidépresseurs ont plus ou moins le même mécanisme. Certes, ce ne sont pas les mêmes molécules, il y a des différences pharmacocinétiques, pharmacodynamiques, mais grosso modo, ce sont des antidépresseurs assez similaires. Donc finalement, nous avons probablement besoin d'un nouvel antidépresseur. Cet antidépresseur est multimodal. Alors pourquoi je dis qu'il est multimodal? On va voir pourquoi. Alors, la principale action de la mirtazapine est un effet alpha-2 bloquant. Vous allez me dire, alors on connaît les alpha-bloquants pour le traitement de l'HPA, pour le traitement de l'hypertrophie prostatique. Comment un alpha-bloquant peut-il servir comme un antidépresseur?
ben ce n'est pas un alpha bloquant non spécifique. Alors la myosérine à notre NASA était en fait un alpha bloquant non spécifique, donc peu sélectif. La mirtazapine est beaucoup plus sélective vis-à-vis des récepteurs alpha 2. Alors au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc voici un neurone noradrénergique. Il y a un récepteur alpha 2 ici, que vous pouvez voir. Ce récepteur alpha 2 joue le rôle d'autorécepteur, donc elle joue un rôle de feedback négatif. Donc si la noradrénaline se fixe dessus, le neurone sait qu'il faut produire moins de noradrénaline. Il y a trop de noradrénaline dans la fonte synaptique, donc le neurone va freiner sa production de noradrénaline. Alors la mirtazapine va bloquer cet autorécepteur et donc va bloquer ce feedback négatif et par conséquent il y aura plus de noradrénaline au niveau de la fonte synaptique. Donc voilà, la même chose se passe exactement pour les neurones sérotoninergiques. Donc le récepteur alpha 2 n'est pas seulement un autorécepteur, c'est aussi un hétérorécepteur, c'est-à-dire que c'est un récepteur qui se trouve au niveau de la membrane présynaptique des neurones sérotoninergiques et va jouer exactement le même rôle qu'ici, c'est-à-dire que la fixation de la noradrénaline sur ces récepteurs situés au niveau de neurones sérotoninergiques va normalement bloquer la synthèse de sérotonine et donc le blocage de ces récepteurs alpha 2, hétérorécepteurs, va entraîner en quelque sorte une augmentation donc, de la sérotonine. C'est dire que cet effet alpha 2 bloquant va finalement augmenter sérotonine et noradrénaline et on a ainsi une idée comment donc la mirtazapine peut avoir bien sûr des effets antidépresseurs. Mais ce n'est pas tout parce que la mirtazapine a d'autres propriétés très intéressantes. Alors, je ne sais pas pour ceux qui ont déjà assisté à la présentation du samedi dernier, finalement, c'est un petit rappel très rapide de la neurobiologie de la schizophrénie pour pouvoir comprendre l'effet antagoniste 5-HT2A. Donc ici est la voie mésolimbique, en bleu c'est la voie mésocorticale, et puis en noir ici est la voie nigrostriée, donc 3 voies dopaminergiques importantes. Et ce que vous voyez en orange ici, c'est un neurone glutamatergique cortical qui est associé à un interneurone GABA qui, lui, s'associe à un deuxième neurone glutamatergique cortical. Et c'est en fait, si vous vous souvenez, donc, toute la théorie neurobiologique de la schizophrénie repose sur, ici, il y a une dysfonction NMDA à ce niveau. En tout cas, on ne va pas entrer dans ces détails-là. On sait qu'il existe des récepteurs, des neurones sérotoninergiques qui partent du râpé médian et qui vont, par effet 5-HT2A, stimuler ce deuxième neurone glutamatergique. Et ce deuxième neurone glutamatergique va donner des symptômes d'allure schizophrénique, c'est-à-dire ça va activer la voie mésolimbique, ça va inhiber la voie mésocorticale, ça va aussi inhiber la voie nigrostriée. Il y a aussi un deuxième neurone, ici, sérotoninergique, qui va directement inhiber la voie, donc là aussi par effet 5-HT2A, activer un interneurone GABA qui lui inhibe la voie nigrostriée. Donc voilà, l'effet 5-HT2A, finalement, c'est tous les effets qu'on n'aime pas avoir chez nos patients. Alors, avoir un effet antagoniste 5-HT2A revient à diminuer l'activité de ce deuxième neurone glutamatergique et par conséquent diminuer l'activité dopaminergique mésolimbique, augmenter l'activité mésocorticale, augmenter l'activité nigrostriée. Finalement, on augmente la dopamine où on veut qu'elle augmente et on diminue la dopamine là où on veut qu'elle diminue, principalement. Donc finalement, conséquence de tout ça, on augmente la dopamine préfrontale, donc ça permet d'avoir un effet antidépresseur, comme vous le savez, également un effet pro-cognitif et un possible effet sur les signes négatifs de la schizophrénie. Alors on augmente la dopamine nigrostriée, comme on le voit ici, et donc ça permet de réduire les effets extrapyramidaux éventuels. Et puis on diminue, là c'est une erreur, la dopamine mésolimbique, et donc est-ce qu'on aurait un effet antipsychotique? Du moins théoriquement c'est possible, mais on va voir que bien sûr aux doses habituelles, on ne va pas pouvoir utiliser la mirtazapine pour traiter les symptômes positifs de la schizophrénie éventuellement, mais il peut s'agir éventuellement d'un traitement adjuvant, et dans certains cas, il y a donc de faibles propriétés, disons, antipsychotiques. Et puis, c'est aussi grâce à cet antagonisme 5-HT2A qu'on va avoir une amélioration du sommeil lent, et on va voir par la suite dans les indications, surtout l'indication de l'insomnie.
Alors, c'est aussi un antagoniste 5-HT2C. Et les récepteurs 5-HT2C, on en retrouve au niveau de 3 régions principalement. Alors, la première région, on va trouver les récepteurs 5-HT2C, donc à ce niveau, c'est-à-dire donc entre le neurone sérotoninergique et la voie dopaminergique, encore une fois, mésocorticale. Donc finalement, la stimulation 5-HT2C produit un peu le même effet que 5-HT2A. Donc finalement, on va diminuer, donc 5-HT2C inhibe la dopamine au niveau du cortex préfrontal. Donc à ce niveau-là, 5-HT2C va de la même manière inhiber la noradrénaline, diminuer la noradrénaline au niveau du cortex préfrontal. Et donc, bien sûr, vous comprenez bien que le blocage de 5-HT2C ici va donc augmenter aussi bien la dopamine que la noradrénaline au niveau du cortex préfrontal. Il y a également un effet hypothalamique. Donc 5-HT2C au niveau de l'hypothalamus, ça sert à quoi? C'est le rythme veille-sommeil. Donc finalement, et également c'est le carbohydrate craving, et donc la sensation de la faim. Donc finalement, ce blocage 5-HT2C va expliquer du moins une partie des effets métaboliques de la molécule, mais aussi l'effet sur veille-sommeil, sur le cycle, sur l'horloge biologique. Donc finalement, on a une augmentation de la dopamine et de la noradrénaline préfrontale, on a une augmentation de l'appétit, carbohydrate craving, et ça vous allez le voir vraiment en pratique clinique, et ça améliore le rythme veille-sommeil. Donc, troisième propriété de la molécule, c'est un antagoniste 5-HT3, et là aussi, 5-HT3 est un récepteur qui se trouve dans plusieurs parties du cerveau. Principalement, vous allez voir ici, à ce niveau, donc si vous vous souvenez, l'interneurone GABA qui se situe entre les deux neurones glutamatergiques peut être stimulé directement par effet 5-HT3. Il y a aussi, donc, cette stimulation va donc inhiber, bien sûr, le deuxième neurone glutamatergique, et c'est ce qui peut-être explique que la molécule ne soit pas très très efficace en termes de symptômes positifs de la schizophrénie, parce que c'est un effet pro-symptômes psychotiques, qui contrecarre l'effet anti-5-HT2A peut-être. Par la suite, au niveau de 5-HT3, donc ça existe également ici, au niveau donc, de la dopamine préfrontale, et ici également le blocage de 5-HT3 va améliorer, augmenter la dopamine préfrontale. À ce niveau également, la présence de 5-HT3 donc au niveau du centre cholinergique du cerveau, et là aussi donc la stimulation des récepteurs 5-HT3 va diminuer l'acétylcholine. D'accord, donc, et puis 5-HT3 se situe également au niveau du centre de vomissement, chemoreceptor trigger zone. Donc c'est le centre de vomissement au niveau du cerveau qui est stimulé par 5-HT3. Et c'est ainsi qu'on explique, par exemple, principalement l'effet indésirable le plus fréquent désiré, c'est savoir les nausées. Il y a aussi 5-HT3 au niveau du tube digestif. Donc l'effet des IRS sur les nausées, c'est pas seulement central, c'est central et périphérique à la fois. La diarrhée est également expliquée principalement par l'effet 5-HT3, donc au niveau intestinal. Donc finalement, si on bloque 5-HT3, on aura donc une hyperactivité du neurone glutamatergique, le deuxième. On aura une augmentation de la dopamine préfrontale, on aura à ce niveau une augmentation de l'acétylcholine, et on aura une inhibition du centre de vomissement. On aura également un effet digestif, anti-nausée, anti-vomissement, anti-diarrhée. Donc finalement, il y a un effet anti-émétique, il y a une augmentation du glutamate, il y a une augmentation de la noradrénaline préfrontale et une augmentation de l'acétylcholine qui pourrait expliquer certains effets procognitifs également. Donc finalement, on termine avec le dernier effet, anti-H1. Donc l'effet anti-H1, vous le savez tous, ça permet de promouvoir le sommeil, ça peut avoir un effet anxiolytique, ça peut augmenter l'appétit, ça peut même augmenter ou entraîner une résistance à la leptine et participer à l'augmentation de poids également. Les antihistaminiques, vous le savez tous, augmentent l'appétit et le poids. Donc voilà. Donc au vu de toutes ces propriétés, disons, pharmacologiques, donc c'est une molécule qui est également polyvalente. Donc on va voir comment cela se traduit sur le plan clinique.
Alors, premièrement, c'est une molécule, évidemment, c'est un antidépresseur, donc efficace pour le traitement de la dépression. Donc, j'ai mis juste donc une seule slide de la méta-analyse de Cipriani en 2018, parce que je pense que vous avez lu cette méta-analyse plusieurs fois, on vous en a parlé plusieurs fois. Donc, finalement, je pense que c'est la figure la plus importante. La mirtazapine est le numéro 13 ici. Donc, finalement, c'est l'une des meilleures molécules compte tenu du rapport efficacité-acceptabilité. Et puis, donc la meilleure molécule était finalement la mitriptyline, mais donc on sait que la mitriptyline est très efficace, mais c'est un résultat un peu inattendu vu qu'on connaît bien en pratique les effets indésirables de la mitriptyline. Mais finalement, la qualité des études pour la mitriptyline n'était pas extraordinaire. Donc, c'est en fait toujours le problème des anciennes molécules. Donc la méthodologie, disons, des anciens essais cliniques n'était pas aussi solide que les essais cliniques des molécules plus récentes. Et la mirtazapine est une ancienne molécule, d'ailleurs, donc, qui souffre également de ce problème. Alors, donc, ok, c'est efficace pour la dépression, vous allez me dire, mais on a déjà plein d'antidépresseurs qui sont efficaces pour le traitement de la dépression. Il y a même des antipsychotiques efficace pour le traitement de la dépression. Donc, alors, l'un des avantages, c'est la rapidité d'action. Donc, voici une méta-analyse qui compare la mirtazapine versus IRS. Et à 2 semaines, il y a une différence significative déjà en faveur de la mirtazapine. Donc, à 2 semaines, on peut déjà avoir un petit effet antidépresseur cliniquement significatif, alors que ce n'est pas généralement le cas. Avec les IRS, on dit en général qu'il y a une amélioration aux alentours de 20-30% à 2 semaines si le patient est répondeur. Mais avec la mirtazapine, on a une amélioration plus significative. Alors, à la fin du traitement de la phase aiguë, c'est-à-dire, donc dans cette méta-analyse, c'était 6 à 12 semaines, la différence était plus significative, même si, bon, elle frôlait, disons, la significativité en faveur de la mirtazapine, mais la différence n'était plus statistiquement significative ici, comme vous le voyez. Donc, bien, d'accord. Donc, voilà, c'est déjà un avantage non négligeable, la rapidité d'action, mais c'est une molécule qui a d'autres indications, comme je vous l'ai dit. Alors, pour le trouble d'anxiété généralisée, c'est, donc, d'après cette méta-analyse également, comme vous allez pouvoir le voir ici, donc la molécule ayant l'effet effect size l'un des effect size les plus élevés avec d'autres molécules telles que la kétiapine, c'est-à-dire qui apporte le plus d'amélioration dans le trouble d'anxiété généralisée. Et comme vous voyez ici, donc l'intervalle de confiance pour l'acceptabilité passe par la ligne de référence, donc il n'y avait pas de différence significative au niveau de l'acceptabilité avec le placebo. Donc finalement, pour le trouble d'anxiété généralisée, c'est également une molécule qui est intéressante, du moins pour certains patients. Alors, qu'en est-il du trouble d'anxiété sociale, du trouble panique, de l'état de stress post-traumatique? En général, il y a de rares études en monothérapie, donc on a un niveau de preuve plutôt modeste en monothérapie. Alors, est-ce qu'on va utiliser en première intention? Peut-être soit quand il y a des contre-indications aux IRS, ou bien quand il y a une mauvaise tolérance prévue des IRS, ou bien une mauvaise tolérance tout court des IRS, c'est une alternative. Mais aussi, c'est une molécule qui peut être c'est-à-dire utilisée en traitement adjuvant avec les IRS, avec les IRSNA. On va le voir, on va le détailler davantage. Et c'est un excellent potentialisateur dans ces troubles-là. Et puis, alors, qu'en est-il du TOC? Alors, pour le TOC, vous savez tous, on a besoin de molécules sérotoninergiques, fortement sérotoninergiques, et de doses élevées de molécules fortement sérotoninergiques. Et donc, la mirtazapine, en première intention, seule en monothérapie comme ça, évidemment, vous voyez que ce n'est pas un traitement indiqué en monothérapie pour le TOC. Mais c'est un possible traitement adjuvant et qui apporte 2 avantages en traitement adjuvant. Premièrement, alors il y a des études qui montrent que la mirtazapine peut accélérer la réponse aux IRS. Donc si vous associez un IRS de forte dose d'IRS, la mirtazapine peut accélérer la réponse. Et puis elle peut éventuellement augmenter
donc le taux de réponse également. En fait, c'est mitigé. Il y a des études qui disent que ça accélère la réponse sans augmenter le taux de réponse. Il y a d'autres études qui disent que ça peut augmenter aussi le taux de réponse. D'accord? Avec donc, le TOC. Alors, on passe à une autre indication, je pense l'une des indications les plus fréquentes, l'insomnie. Alors, c'est une molécule en fait qui a plusieurs propriétés, parfois contradictoires, et donc on va jouer un peu sur le dosage pour pouvoir comprendre comment doser la molécule si on veut l'utiliser principalement pour l'insomnie. Alors, à 7,5 mg, c'est une molécule qui a des effets anti-H1 presque maximaux déjà. Donc, on peut saturer les récepteurs H1 à 7,5 mg chez la plupart des personnes. Donc, à 7,5 mg, on a un effet anti-H1 maximal. Et on a un effet qui cause l'insomnie, augmentation en sérotonine, dopamine et noradrénaline, qui est à peine perceptible à cette dose-là. Finalement, la résultante est un effet hypnotique puissant à 7,5 mg. Par la suite, vous allez voir, plus on augmente la dose, et plus donc l'effet anti-H1 est en plateau, donc il ne va pas augmenter. Par contre, l'effet augmentation en sérotonine, dopamine, noradrénaline, donc l'effet qui cause l'insomnie va augmenter presque linéairement avec la dose, et donc du coup l'effet sédatif hypnotique diminue. Donc finalement, si on veut utiliser la molécule pour l'insomnie, c'est plutôt à 7,5 mg qu'il faudra l'utiliser, à la limite à 15 mg, mais pas plus. Et puis, si vous voulez réduire la sédation chez un patient qui a un trouble anxieux ou dépressif, vous augmentez la dose plutôt que de la diminuer. Donc paradoxalement, il faut expliquer aux patients, quand on l'utilise pour l'insomnie, il faut expliquer aux patients que paradoxalement, augmenter la dose de 7,5 à 15 mg risque de réduire l'efficacité, parce que c'est ce que les patients font parfois. Ils se disent, on m'a dit de prendre un demi-comprimé, je vais prendre un comprimé entier, probablement que ça marchera mieux, mais ce n'est pas le cas. Mais une chose très importante, bien sûr, le traitement de l'insomnie, c'est pas juste donner un traitement hypnotique. Le traitement de première intention reste toujours le traitement étiologique et les TCC pour l'insomnie plutôt que les traitements hypnotiques, surtout au long cours, disons. Voilà. Alors, maintenant, une question récurrente, je pense. Alors, une question, je pense, qui risque d'être posée. Je vais juste y répondre avant qu'elle ne soit posée. Alors, est-ce qu'on utiliserait plutôt mirtazapine ou kétiapine pour l'insomnie? On va jouer le match. Alors, mirtazapine 7,5 versus kétiapine 50. Alors, vous allez voir qu'il y a des avantages et des inconvénients pour chacune de ces molécules. Donc, l'art de pratiquer la médecine, c'est en fait de choisir la molécule la plus appropriée pour chaque patient. Donc, alors, initiation du sommeil, les deux marquent un but. Les deux sont aussi efficaces l'une que l'autre pour l'initiation du sommeil. Pareil pour le maintien du sommeil, les deux sont aussi efficaces l'une que l'autre. Alors, sommeil réparateur, qu'est-ce qui augmente un 3, donc le sommeil profond réparateur le plus? C'est la mirtazapine, effectivement. La kétiapine a peu d'effet sur le sommeil réparateur. Par contre, qui préserve le sommeil paradoxal le plus? C'est la kétiapine qui préserve le sommeil paradoxal le plus. Donc la mirtazapine a tendance à réduire la durée et à augmenter la latence du sommeil paradoxal. Alors qui peut entraîner des cauchemars? Mirtazapine un peu plus, mais bon, c'est pas un effet indésirable très fréquent, mais bon, c'est un effet indésirable dont se plaignent toujours certains patients qu'il faut garder en tête. Alors, demi-vie, qui a la demi-vie la plus courte, on voudrait bien avoir un effet hypnotique court, c'est la kétiapine. La kétiapine a une demi-vie de 9-12 heures versus plus de 20 heures pour la mirtazapine. Donc clairement, la demi-vie, c'est la kétiapine qui marque un but. Ceci dit, pour la somnolence diurne, il ne s'agit pas uniquement de la demi-vie, il y a plusieurs autres paramètres qui entrent en jeu, et cliniquement parlant, côté somnolence diurne, les deux reçoivent un avertissement parce qu'il faut toujours faire attention, les deux risquent d'entraîner une somnolence diurne. Alors, potentialisation de l'effet antidépresseur, donc si on veut d'une pierre deux coups, améliorer le sommeil, améliorer l'effet antidépresseur.
Alors les deux peuvent potentialiser l'effet d'un traitement antidépresseur, mais en fait, le but est marqué par la mirtazapine pour la simple raison que, alors, à 15 mg par exemple, on peut très bien potentialiser l'effet d'un IRS ou un IRSNA tout en sauvegardant une bonne partie de l'effet hypnotique. Alors que pour la kétiapine, il va falloir augmenter les doses au-delà. 50 mg ne potentialise rien, donc il faudra augmenter les doses à 150, 200, 300 mg en fonction de la pathologie sous-jacente, et ceci fait aussi réduire l'effet hypnotique et entraîne plus disons, d'effets indésirables, surtout le mouvement du QT dont on va parler. Donc le poids, les deux reçoivent un avertissement, là encore, donc les deux molécules peuvent augmenter le poids, et c'est un effet qui n'est pas dose dépendant, donc même à 7,5 mg de mirtazapine, à 25 mg, 12,5 mg de kétiapine, il y a toujours un risque d'augmentation de poids, ne serait-ce que par effet anti-H1 qui est maximal à des doses très très faibles pour les deux molécules. Alors les effets sur la glycémie, sur les lipides, on va détailler plus. Donc la mirtazapine reçoit un avertissement verbal, la kétiapine un carton jaune. Pourquoi? On va voir. Donc la kétiapine a des effets sur la glycémie et les lipides plus disons, patents, surtout à court terme, alors que la mirtazapine a des effets très mitigés, et on va détailler ça. D'accord? Il faut faire attention, ceci dit. Alors, orthostatisme QT, bien sûr que la mirtazapine est mieux dans ce cas. Donc, il n'y a pas vraiment d'orthostatisme. Il y a un risque de chute lié à une sédation centrale, mais il n'y a pas vraiment d'effet hypotenseur significatif. Par contre, pour la kétiapine, il y a un effet alpha-bloquant, surtout chez les sujets âgés, par exemple, et puis alpha-1 bloquant, plutôt. Et l'allongement du QTC ne s'observe pas avec la mirtazapine, alors que ça peut s'observer avec la kétiapine. C'est un effet dose dépendant, donc si vous diminuez la dose de kétiapine, vous pouvez toujours gérer un peu cet effet-là. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir une molécule qui n'entraîne pas, en tout cas, aux doses thérapeutiques usuelles, un allongement du QT. Alors, ce n'est pas seulement une molécule intéressante en psychiatrie, je trouve, c'est une molécule intéressante parce que c'est un anti-émétique. Ce n'est pas seulement un antidépresseur qui entraîne peu de vomissements, c'est un anti-émétique qui est efficace pour l'hyperémesis gravidarum. D'ailleurs, c'est ce qui montre également que c'est une molécule assez sûre pour la grossesse également. Alors, l'hyperémesis gravidarum, c'est T1 en général, donc si on peut utiliser un traitement T1, c'est... Alors, bien sûr, il y a toujours le pour et le contre, comme tout médicament, mais c'est au même niveau que les IRS, à part la paroxétine, au niveau de la tératogénicité. Alors, ça diminue les nausées associées à la chimiothérapie, c'est l'une des indications. Et puis, ça diminue les nausées post-opératoires, il y a des études dans ce sens. Et puis, bien sûr, ça peut diminuer les effets indésirables digestifs, nausées, vomissements, diarrhée, de tous les antidépresseurs sérotoninergiques, grâce à cet effet, surtout antagoniste 5-HT3. Alors, pour les gens qui s'intéressent à la dictologie, c'est également une molécule utilisée pour les troubles liés à une substance en général, grâce à une possible activité anti-craving, donc sur le nucleus accumbens, mais là aussi les résultats sont mitigés pour la plupart des... Voilà. Maintenant, il y a plus de données positives pour le sevrage des opiacés. Pourquoi? Au moins pour le traitement symptomatique, je veux dire, du sevrage aux opiacés. Parce que, donc, voilà, d'une pierre, plusieurs coups. On va voir. Alors, c'est une molécule qui peut diminuer le craving. C'est une molécule qui a un effet antiémétique, qui a un effet antidiarrhéique, qui diminue l'anxiété, l'agitation, qui diminue les symptômes dépressifs, qui diminue l'insomnie, le prurite, l'effet anti-H1, le tremblement et la perte d'appétit, de poids. Donc voilà plusieurs effets qui sont bénéfiques pour quelqu'un qui a un sevrage aux opiacés. Alors, la dose serait plutôt entre 15 et 30 mg pour cette indication. Alors, une autre indication, c'est l'acathisie. Donc, on parle davantage actuellement de l'acathisie, probablement parce qu'on est plus conscient de l'acathisie aussi. Donc, finalement, vous allez voir ici, il y a une méta-analyse, que ce soit si le outcome est réponse ou bien rémission, dans les deux cas, il y a clairement
une efficacité pour la mirtazapine. Pour la catisie, on utilise des doses plutôt faibles, 7,5 à 15 mg. Ce sont en fait les études ont utilisé ces doses-là. Donc si on parle d'acatisie, on peut imaginer que c'est une molécule qui pourrait être utilisée pour la schizophrénie en traitement adjuvant, évidemment. Ce n'est pas un traitement pour les symptômes positifs de la schizophrénie. Les effets extrapyramidaux, on a vu l'action sur la voie nigrostrienne, mais en pratique, les preuves solides n'existent que pour la catisie. Alors, peut améliorer les effets indésirables sexuels liés aux antipsychotiques. C'est un grand avantage. Peut réduire la durée d'hospitalisation des patients ayant une schizophrénie, peut potentialiser la clozapine, mais bien sûr, attention aux effets indésirables métaboliques et à la sédation. Et puis, c'est également une molécule qui a peu d'interaction avec la plupart des antipsychotiques. Alors, certains antidépresseurs, il ne faut pas l'oublier, fluoxétine, paroxétine, bupropion, ont des interactions avec la plupart des antipsychotiques. Donc, alors, on passe aux effets procognitifs. Est-ce que c'est une molécule qui a vraiment des effets procognitifs sur le plan clinique ou c'est juste neurobiologique? Alors, neurobiologique, c'est facile, c'est une molécule qui augmente la dopamine préfrontale, qui augmente l'acétylcholine, donc théoriquement qui pourrait avoir des effets procognitifs. Mais est-ce que c'est vraiment le cas en pratique? Alors, bien sûr qu'il y a un effet indirect, parce que c'est une molécule qui améliore la dépression, donc les troubles cognitifs sous-jacents ou liés à la dépression. Est-ce qu'il y a un effet direct? Alors, les résultats sont mitigés. Alors, voici les études que j'ai trouvées sur le sujet. Il y a très peu d'études d'ailleurs. Donc, pour la maladie d'Alzheimer, c'était négatif. Les études étaient négatives. Pour la schizophrénie, il y avait 3 études, dont 2 positives. Pour la dépression, j'ai trouvé une seule étude positive pour l'effet procognitif indépendant de l'effet antidépresseur. Alors, une chose très importante dont il faut parler, c'est les effets métaboliques, parce que vous allez voir, c'est le principal effet indésirable, à part la sédation, que vous allez trouver avec la mirtazapine. Alors, il faut comprendre exactement de quels effets métaboliques il s'agit. Alors, par l'effet antagoniste 5-HT2C, par l'effet anti-H1, on a une faim et une augmentation du carbohydrate craving. Vous allez voir que les patients vous disent « je n'ai jamais aimé les sucreries, maintenant je commence à prendre un gâteau tous les jours ». Alors, l'effet anti-H1 va aussi entraîner une résistance à la leptine qui augmente la faim, carbohydrate craving, et donc c'est un cercle vicieux qui va aboutir à une augmentation du poids. Ceci dit, contrairement à d'autres molécules, la mirtazapine ne semble pas avoir... Donc l'augmentation du poids, va aussi contribuer à la résistance à la leptine. Mais contrairement à d'autres molécules, la mirtazapine n'augmente pas les dépenses énergétiques de base. Donc si on contrôle les entrées, on peut résoudre le problème. Alors, l'augmentation du poids à la longue peut entraîner une insulinorésistance, mais la bonne nouvelle est que ce n'est pas une molécule qui entraîne une insulinorésistance directement. Par exemple, l'olanzapine entraîne une insulinorésistance directe via un récepteur qu'on ignore, que Stahl appelle X. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir une cétose diabétique inaugurale chez un patient non diabétique qui commence à prendre l'olanzapine même dès J1. Ce n'est pas le cas avec la mirtazapine, qui ne donne pas d'effet direct sur l'insulinorésistance. Mais l'insulinorésistance à la longue peut évidemment augmenter le risque de diabète et entraîner une dyslipidémie, comme vous le savez. Alors, maintenant, pour mitiger, contrecarrer un peu tout ça, la mirtazapine est un alpha-2 bloquant. L'effet alpha-2 bloquant va augmenter l'insuline, diminuer le glucagon, c'est l'effet pancréatique, donc alpha-2, et ceci va entraîner, donc va protéger du diabète, on augmente l'insuline, on diminue le glucagon, va également protéger de la cétose diabétique, finalement on a plutôt un hyperinsulinisme, et puis va également protéger de l'élévation du LDL cholestérol, mais pas aggraver l'augmentation des triglycérides et la diminution du HDL cholestérol. C'est-à-dire que c'est très compliqué comme effet métabolique, mais comment faire, ou que faire sur le plan pratique? Alors, on commence par une évaluation initiale du risque métabolique, poids, taille, tour de taille, HbA1c et bilan lipidique, c'est très important. Et peut-être dans d'autres pays, on peut en fait génotyper le récepteur 5-HT2C. Si on génotype le récepteur 5-HT2C, on saura si le patient a un risque élevé ou faible
d'effets métaboliques. Alors, non seulement avec la mirtazapine, mais aussi avec quetiapine, olanzapine, clozapine, et ainsi de suite. Par la suite, si on prescrit la mirtazapine, il s'agit toujours de peser le pour et le contre. Si donc on a plus d'inconvénients, bien sûr, on va prescrire une alternative, mais si on pense que les avantages, bien sûr, de la mirtazapine, escomptés de la mirtazapine, en valent le coup, on va prescrire la mirtazapine, mais toujours avec la mirtazapine, des règles hygiéno-diététiques. N'oubliez pas que si on arrive à contrôler les entrées, le poids sera probablement contrôlé. Il n'y a pas de modification si importante du métabolisme que ça. Alors, et puis, on va surveiller pendant 4 à 6 semaines. Et là, on doit répéter, voir le poids, les triglycérides. Alors, les triglycérides sont un indicateur d'insulinorésistance. C'est le premier indicateur d'insulinorésistance dû aux psychotropes de façon générale. Donc, à 1 mois, si on a une élévation des triglycérides, on sait que le patient va augmenter de poids davantage. Donc, si tout va bien, c'est que vraiment tout va bien, parce qu'au-delà de 4 à 6 semaines, si le patient ne prend pas de poids, il ne va pas en prendre. Maintenant, si tout va mal, s'il y a une augmentation de poids ou augmentation des triglycérides, on repèse le pour et le contre. Et si on pense que c'est une mauvaise idée de continuer, on va switcher. Mais si on pense que le patient a besoin de mirtazapine, donc on va consolider les règles hygiéno-diététiques, on peut aussi prescrire un autre médicament. Alors, plusieurs. Les IRS peuvent diminuer l'augmentation de poids liée à la mirtazapine, IRSNA. Le bupropion est encore plus efficace que les IRS et l'IRSNA pour le contrôle du poids. Les stimulants, il y a bien sûr une autre indication, peut-être la metformine, peut-être le topiramate, peut-être la bétaïstine. La bétaïstine, c'est un traitement anti-vertige qu'on utilise fréquemment, c'est un traitement histaminergique qui peut diminuer l'effet antihistaminique de toutes les molécules psychiatriques qui ont un effet antihistaminique. Donc, ça peut contrecarrer un peu l'effet sur le poids. Alors, le sujet âgé, on va voir, est-ce qu'on prescrit IRS ou mirtazapine? D'ailleurs, je pense qu'il y a un problème une idée générale que pour tout le monde, le traitement de première intention pour la dépression, pour les troubles anxieux, c'est toujours un IRS. Alors que dans l'immense majorité des guidelines, on ne vous dira pas de quel antidépresseur il s'agira. C'est vraiment, il faut personnaliser la prescription pour chaque patient. Et les IRS ne sont pas toujours forcément le traitement de première intention, loin de là. Alors, pour le sujet âgé, l'hyponatrémie, là vous savez que les IRS peuvent entraîner une hyponatrémie, la mirtazapine ne donne pas d'hyponatrémie. Effet anticholinergique, les IRS ne donnent pas d'effet anticholinergique significatif à part la paroxétine, mais la mirtazapine a des effets pro-cholinergiques, donc c'est quand même un avantage de plus. Effet hypnotique, la mirtazapine, bien sûr, a un effet hypnotique. Chez les sujets âgés, vous savez très bien que la plainte principale est souvent l'insomnie, mais il faut toujours faire attention parce que cet effet hypnotique peut aussi entraîner une somnolence diurne et augmenter le risque de chute. Donc finalement, le risque de chute, clairement, les IRS entraînent moins de chute que la mirtazapine. Alors, effet surcuté, là aussi, la mirtazapine est légèrement mieux. Alors, les IRS n'ont pas, aux doses habituelles, des effets très significatifs sur le QT, à part un peu, donc le citalopram un tout petit peu, mais la mirtazapine est un peu plus sûre que, par exemple, citalopram. Alors, saignement, vous savez, les IRS peuvent augmenter chez les sujets âgés le risque de saignement. Ce n'est pas une augmentation très importante, mais voilà, en cas d'association avec un anticoagulant, sur certains terrains particuliers, la mirtazapine n'a pas ce problème. Des effets procognitifs, là aussi, la mirtazapine a une probabilité plus importante d'avoir des effets procognitifs directs. Les effets métaboliques, alors j'ai mis des applaudissements et un avertissement parce qu'en fait, chez le sujet âgé, généralement, la prise de poids est plutôt désirable qu'indésirable, surtout chez des sujets âgés ayant une dépression, mais il faut toujours faire attention. Et puis pour les symptômes psychiatriques d'une maladie d'Alzheimer, là aussi la mirtazapine, on va le voir, pourrait jouer un rôle plus important que la plupart des IRS. Donc en parlant de maladie d'Alzheimer, alors un autre match, mirtazapine anti-mirtazapine. Alors est-ce qu'il y a un effet théoriquement, il y a un effet sur les symptômes dépressifs, et c'est
plus de la moitié des patients ayant une maladie d'Alzheimer auront des symptômes dépressifs. Mais sur le plan clinique, les résultats sont mitigés. D'ailleurs, les résultats sont plutôt négatifs pour tous les antidépresseurs. Donc, les deux meilleurs seraient mirtazapine et sertraline. Alors, donc finalement, j'ai un point marqué pour la mirtazapine. Un effet potentiel sur les symptômes psychotiques de la maladie d'Alzheimer. Il y a un faible effet antipsychotique, il y a un bas niveau de preuve. Donc, mais même la kétiapine, la risperidone, le brexpiprazole ont un bas niveau de preuve également. Donc, la plupart des molécules pour les symptômes psychotiques de la maladie d'Alzheimer ont un bas niveau de preuve. Donc, effet hypnotique anxiolytique, ça on le sait très bien. Et puis, pas d'effets extrapyramidaux, voire amélioration des effets extrapyramidaux si le patient est sous un antipsychotique, tel que risperidone, là c'est un autre point positif. Et puis, pas d'effet anticholinergique, voire effet pro-cholinergique. Bien sûr, c'est un autre avantage. Alors, c'est une molécule très intéressante en monothérapie, mais aussi intéressante en association. Alors, très intéressante en association avec un IRS, ça permet de potentialiser l'effet. Donc, on ajoute un effet dopaminergique, noradrénergique, on diminue les effets indésirables digestifs et sexuels, on donne un effet plus rapide sur le sommeil et l'anxiété, on réduit la prise de poids, donc les IRS diminuent la prise de poids avec la mirtazapine, mais c'est en fait, l'association est encore plus intéressante avec les IRSNA, tels que venlafaxine. On l'appelle, c'est une association très connue sous le nom de California Rocket Fuel. Donc, ça augmente la noradrénaline et la sérotonine par deux mécanismes différents, inhibition de la recapture et effet alpha-2 bloquant. Ça augmente la dopamine, diminue les effets indésirables digestifs et sexuels, et puis diminue aussi la prise de poids avec la mirtazapine. Donc, ce sont des associations intéressantes. L'association aussi avec le bupropion est intéressante, mais vu que le bupropion n'est pas disponible en Tunisie, donc voilà, je ne vais pas en parler. Alors, finalement, pros and cons. Donc finalement, c'est une molécule qui a une action multimodale, qui a un effet rapide, effet hypnotique anxiolytique, qui n'a pas d'effet indésirable sexuel, qui peut même améliorer les effets indésirables sexuels des IRS, IRSNA et même des antipsychotiques, pas d'effet indésirable digestif, elle peut même être un antiémétique, pas d'hyponatrémie, pas d'effet sur le QT, peu d'interactions. Donc c'est une molécule qui n'est ni un inducteur ni un inhibiteur enzymatique, et puis aussi qui n'est pas très influencé par les inducteurs ou les inhibiteurs enzymatiques. Donc c'est une molécule qui ne donne pas d'anxiété paradoxale, au contraire vous allez avoir une action anxiolytique DJ1 grâce aux effets surtout anti-H1, et puis peu de virages maniaques, ce n'est pas une molécule qui donne énormément de virages maniaques également. Alors, quels sont les inconvénients? Sécheresse de la bouche, c'est l'effet indésirable le plus fréquent, mais ce n'est pas un effet indésirable très grave en général. Sédation, c'est un effet indésirable assez fréquent. Et comment l'améliorer? En augmentant la dose plutôt qu'en diminuant la dose. Effet indésirable métabolique, on en a parlé en long et en large, je pense, donc il faut faire attention à cela. Et puis le risque de chute, surtout chez les sujets âgés, essentiellement par sédation centrale plutôt que par orthostatisme. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, Dr. Selimones, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'ai une question, c'est concernant l'effet sur l'ANRS. Est-ce que... Alors, pas en particulier. Il y a certainement toujours un risque de neutropénie avec quasiment tous les psychotropes, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'effet particulier, c'est-à-dire particulièrement délétère sur les globules blancs ou sur n'importe quelle autre lignée hématopoïétique. C'est ça, merci pour cette intervention en conférence qui a fait le tour. Tu avais dit que la mirtazapine peut améliorer les signes négatifs dans la schizophrénie. Est-ce qu'elle peut réveiller les signes positifs? Est-ce qu'elle peut induire la dire? Alors, pas vraiment, parce que théoriquement, elle pourrait même améliorer les symptômes positifs, pas seulement les symptômes négatifs, mais l'effet sur les symptômes positifs est faible. C'est-à-dire il y a un effet potentiellement bénéfique, mais peut-être trop faible pour les patients ayant une schizophrénie. Donc finalement, il y a un effet sur les symptômes négatifs probable,
Il y a plusieurs études qui le montrent, c'est assez démontré en association avec, que ce soit d'ailleurs les antipsychotiques de première ou de deuxième génération. Est-ce que ça aggrave les symptômes positifs? Non. Est-ce que ça améliore les symptômes positifs? Je ne sais pas. Alors, il n'y a pas de preuves pour dire que ça améliore les symptômes positifs d'une schizophrénie. Mais peut-être les symptômes psychotiques d'une maladie d'Alzheimer qui ont besoin d'un effet antipsychotique beaucoup plus faible, par exemple. Je voudrais poser une question sur quel effet aurait la mirtazapine sur la douleur et est-ce qu'on peut utiliser la mirtazapine chez l'enfant? D'accord. Alors, est-ce que pour la douleur, il y a un effet, puisque c'est une molécule qui est un peu noradrénergique, il y a donc un effet antidouleur, antimigraineux, antidouleur d'une façon générale. Mais c'est vrai que d'autres molécules, surtout par exemple duloxétine ou venlafaxine à forte dose, seraient plus intéressantes peut-être. Ceci dit, souvent en médecine, on a un patient qui a plusieurs comorbidités, donc ça a quand même un effet, un petit effet sur la douleur. Pas aussi important que les IRS-NA, mais en tout cas meilleur que celui des IRS. Alors pour l'enfant, il n'y a pas beaucoup d'études aussi pour l'utilisation chez l'enfant. Le risque métabolique est peut-être plus élevé, comme d'ailleurs pour les antipsychotiques qui entraînent un risque métabolique, mais ce n'est pas très fréquemment utilisé, disons, chez l'enfant. C'est beaucoup plus utilisé chez le sujet âgé que chez l'enfant, mais je ne vois pas de raison pour ne... Alors, pourquoi ne pas l'utiliser en particulier? C'est-à-dire que ce n'est pas une molécule qui aurait des effets indésirables cognitifs, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'on pourrait toujours l'utiliser. Elle est utilisée, mais en pratique, on l'utilise beaucoup plus chez les sujets âgés que chez les... c'est-à-dire en âge pédiatrique. Bonjour tout le monde, je voudrais tout d'abord te saluer pour la qualité de la présentation. Alors j'ai deux questions. Dans la dépression, on vise directement 30 mg, il y a un délai à respecter, et puis on évalue le patient. Et puis je voulais connaître la place de la mirtazapine dans la dépression chez les malades de Parkinson. D'accord. Alors pour la première question, en général, on va presque toujours, sauf sujet âgé ou autre particularité, presque toujours viser 30 mg. On peut même commencer par 30 mg d'emblée si c'est un patient qui a déjà reçu d'autres molécules par le passé, etc., ou qui a reçu par exemple des antipsychotiques qui ont des effets anti-H1, etc. On peut même démarrer parfois avec 30. Le plus souvent, on démarre avec 15 et on augmente automatiquement à 30 au bout d'une semaine chez les sujets adultes, c'est-à-dire non tarés, bien portants, disons. Et en général, 30, et puis on réévalue au bout d'un mois. On peut augmenter éventuellement à 45. Alors, il y a des gens qui augmentent au-delà de 45, mais là, il n'y a pas de preuve solide pour dire que 60 serait plus efficace que 45, par exemple. Alors, pour la maladie de Parkinson, théoriquement, alors je n'ai pas vu d'études, mais théoriquement, ça peut être une molécule très intéressante. En tout cas, elle est certainement meilleure que les IRS, parce que les IRS peuvent aggraver le parkinsonisme. Alors, c'est une molécule qui peut même améliorer le parkinsonisme. Alors, pas autant que, par exemple, l'upropion, qui est dopaminergique, mais c'est une molécule qui peut... Alors, dans la maladie d'Alzheimer aussi, à un stade avancé, on a presque toujours un parkinsonisme aussi. Donc finalement, si on fait un peu d'extrapolation, ça peut être une molécule assez intéressante. Ceci dit, dans la maladie de Parkinson, alors s'il s'agit de dépression symptomatique de la maladie de Parkinson, parfois le primum movens est un problème dopaminergique. Et dans ce cas, donner un traitement plus dopaminergique, type bupropion, pourrait marcher mieux. Mais la mirtazapine est en tout cas beaucoup plus dopaminergique que les IRS dont on dispose actuellement. Merci Dr. Johannes, c'était très clair. Alors j'ai une question, si on choisit d'emblée de traiter un trouble dépressif caractérisé par un combo, comme vous avez dit, si on commence par exemple, s'il y a des troubles, un trouble du sommeil important, on commence par 15 mg de mirtazapine et on choisit donc d'emblée une association pour potentialiser l'effet sérotoninergique des autres ISRS. Est-ce que comme il y a cet effet justement potentialisateur, est-ce qu'on ne pourrait pas diminuer la dose de l'ISRS moindre que la dose connue
en association et comme ça gagner sur différents plans. Alors, je suis plutôt quelqu'un qui est pour la monothérapie dans la plupart des cas. C'est vrai qu'il y a un débat. Il y a des gens qui préfèrent faire des associations avec des dosages plus faibles. Mais en général, la plupart de evidence, donc des preuves, est plutôt pour la monothérapie et puis pour l'association, si vraiment il y a une indication à l'association. Donc, j'ai fait ça pour certains patients, même d'emblée, mais c'est rare. C'est en général des patients, par exemple, qui ont, un trouble dépressif avec soit des attaques de panique dans le cadre du trouble dépressif ou un trouble panique caractérisé par énormément de nausées, énormément de signes digestifs, qui se plaignent énormément d'insomnie. Et je pense que vu qu'ils ont donc un trouble panique, ils auront besoin de quelque chose de plus sérotoninergique. Donc je vais devoir donner finalement un traitement sérotoninergique, mais pour pouvoir le donner, je mets un peu de mirtazapine au départ que j'arrête par la suite. Mais sinon, la mirtazapine peut très bien être un traitement de première intention en monothérapie. Si vous pensez que le patient a une dépression et que il y a un risque très élevé, soit de troubles sexuels, de troubles digestifs, la mirtazapine est une très bonne option en monothérapie. J'ai pas compris la question, pardon. Non, pas obligatoirement. Alors, en général, on fait l'association pour potentialiser. On potentialise parce que le patient n'a pas répondu assez bien. Donc, finalement, on ne diminue pas la dose de l'autre antidépresseur, et même sans diminuer la dose de l'autre antidépresseur, on arrive à masquer les effets indésirables. Donc, finalement, en général, non. Alors, on ne touche pas à la dose de l'autre antidépresseur. Alors, la parole, ça y est. Je voulais féliciter l'orateur pour cette belle présentation et la bonne maîtrise de la pharmacologie. Merci beaucoup. Je suis émerveillé. Il y a seulement, en résumé de toute la présentation, j'aurais tendance à dire que nous avons la meilleure molécule aussi efficace que les tricycliques et mieux tolérée que les IRS que de monde de peuple. Il y a un seul point à la fin qui a sifflé dans nos oreilles quand tu as dit qu'il n'y avait pas beaucoup de virages ou pas de virages sous mirtazapine. Or, le virage n'est pas dû à la molécule, au contraire, plus la molécule est efficace, plus elle va révéler des terrains bipolaires susceptibles de virer. Donc, qu'il n'y ait pas de virage contredit l'idée qu'on a de la molécule qui est excellente et très efficace. Alors, je n'ai pas dit que c'était une molécule aussi efficace que les tricycliques et c'est-à-dire mieux tolérée que les IRS. Ça dépend énormément. Alors, c'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, métabolique, certainement les IRS sont meilleurs. Au niveau sexuel, digestif, c'est clair que la mirtazapine est meilleure. Versus tricyclique, le problème avec les tricycliques pour la dépression, c'est que, alors, on a tous l'impression que les tricycliques sont plus efficaces, mais en fait, il n'y a pas tellement de preuves pour la dépression. Il y a des preuves pour clomipramine, pour le TOC, mais il n'y a pas de preuve que les tricycliques soient plus efficaces que les IRS. Probablement parce qu'il n'y a personne qui veut faire ces études-là. C'est-à-dire, il faut aussi comprendre que ce ne sont pas des études très rentables. Donc, mais théoriquement et pharmacologiquement parlant, puisqu'ils citent plusieurs neurotransmetteurs, ce que fait la mirtazapine. Oui, absolument. La nafranine et la mitriptyline sont efficaces parce qu'ils ciblent les trois neurotransmetteurs plus d'autres nicotiniques qui sont impliqués aussi dans son versant cognitif. Maintenant, qu'il n'y ait pas de virage. Oui, je réponds. Alors, je suis de l'avis que pour le trouble bipolaire, manie et dépression sont les deux faces du même monnaie finalement. C'est-à-dire que je ne pense pas du tout. Alors, par exemple, la kétiapine. La kétiapine est un excellent antidépresseur qui améliore la manie. Alors, à 400 mg, la kétiapine a un effet aussi bien antimaniaque qu'antidépresseur. Et c'est un traitement efficace pour la cariprazine, est un traitement à la fois antidépresseur et antimaniaque. L'urazidone, c'est également un traitement antidépresseur et antimaniaque. Et même pour la dépression unipolaire, pour la kétiapine, par exemple, pour la cariprazine, il y a des preuves solides pour la dépression unipolaire. Donc,
Je pense que le risque avec les tricycliques et avec les antidépresseurs sérotoninergiques est qu'on risque d'augmenter trop la sérotonine. Ici, l'effet sur la mirtazapine est multimodal, mais il ne risque pas. Alors, ce n'est pas une molécule qui risque d'entraîner, par exemple, un syndrome sérotoninergique. C'est pas comme. C'est-à-dire que ces effets ne sont pas aussi, disons, ne risquent pas d'être aussi exagérés que, par exemple, avec les antidépresseurs sérotoninergiques habituels. Par exemple, c'est une molécule sérotoninergique. Pourtant, on va pas avoir syndrome sérotoninergique avec la mirtazapine seule. C'est quasiment impossible. Donc, je pense que, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que obligatoirement c'est une molécule efficace qu'elle devrait engendrer plus de virages obligatoirement. Un virage, parce qu'elle a la norkétiapine métabolique active dans l'adrénergie. Elle entraîne un virage par ce biais-là. Et on augmente les doses pour augmenter l'effet antidopaminergique, mais la norkétiapine est toujours là et j'ai eu des virages à 400 mg, même à faible dose. Alors, le virage est une partie aussi de l'histoire naturelle du trouble bipolaire. Donc, une dépression bipolaire qu'on traite avec un placebo risque aussi de virer. Qu'on traite même avec de l'aldol qui n'a rien à voir avec le risque de virage maniaque peut quand même virer. Donc, je pense que, alors en général, si un traitement est indiqué pour la dépression bipolaire, c'est que voilà, en général, on sait qu'on peut très bien utiliser avec une certaine certitude que ça ira bien avec. Alors, si ça ne donne pas de virage avec un trouble bipolaire type 1 avéré, alors plus que le placebo, que dire d'un patient trouble bipolaire type 3, 4 ou 2,5 ou 3,5. Mais bon, il y a toujours un risque. Il faut toujours. Je veux dire que c'est toujours. Alors, la médecine en général, c'est l'art de prendre des décisions dans un monde de probabilités. Finalement, on a toujours des probabilités qui ne sont jamais nulles. On doit prendre des décisions avec. C'est Samy. Merci. On commence à empiéter sur la séance d'après. C'est un sujet qui est très intéressant, mais on est limité par le temps, malheureusement. Donc, là, merci bien. À la prochaine.